Dans la vaste galaxie de l'histoire africaine, certaines étoiles brillent pendant des siècles. D'autres, plus rares, traversent le ciel en un éclair aveuglant, changeant à jamais la nuit avant de disparaître. Patrice Emery Lumumba n'a pas seulement vécu, il a brûlé. Sa vie fut une comète, sa trajectoire politique la plus foudroyante du XXe siècle africain. Voici l'histoire de l'homme qui a osé se lever et que le monde a conspiré pour faire taire. Nous sommes dans les années 1950. Le Congo belge est une anomalie, une cage dorée. La Belgique a une doctrine unique, un paternalisme froid, dominé pour servir. Imaginez un pays immense, 80 fois plus grand que la Belgique, hermétiquement clos. Le système traite le Congolais comme un grand enfant. On le nourrit bien, on le soigne, on l'éduque un peu, mais on lui interdit de penser. L'État administre, l'Église évangélise et le capital se sert. Un silence de plomb règne sur le géant africain. Au milieu de ce silence, un jeune homme studieux émerge de la brousse. Patrice Emery Lumumba. Né dans la minorité Tétéla, c'est un autodidacte vorace qui dévore Voltaire et Rousseau à la lueur de la lampe. Il est ce qu'on appelle un évolué. Regardez cette carte, la carte du mérite civique. C'est le Graal de l'époque. Elle lui donne le droit précieux de fréquenter les quartiers européens après une enquête sur sa moralité. À cet instant, Lumumba y croit. Il rêve d'une égalité dans le système. Il veut être le partenaire du Belge, pas encore son juge. Mais le rêve se brise en 1956. Pour maintenir son rang d'évolué, Lumumba s'endette. Une erreur comptable, un déficit, et le couperet tombe, la prison. C'est derrière les barreaux que l'innocence meurt. Il comprend que pour le colonisateur, il restera toujours un sujet. Le système est verrouillé. À sa sortie, il part pour Accra, au Ghana. Là-bas, il rencontre Kwame Nkrumah et Frantz Fanon. C'est la révélation. Il ne faut plus demander l'aumône de l'égalité, il faut l'arracher. La réforme est morte. Vive la révolution. De retour au pays, Lumumba change de stratégie. Alors que ses rivaux, Kasavubu et Tshombe, s'enferment dans leurs fiefs ethniques et régionaux, Lumumba, lui, voit plus grand. Directeur commercial d'une brasserie, il utilise ses tournées de livraison de bière pour distribuer quelque chose de bien plus enivrant, l'idée d'une nation. Il parle français, lingala, swahili, tétéla, il électrise les foules. Le MNC devient le seul parti qui refuse la tribu pour embrasser le Congo tout entier. Tout s'accélère, le temps se compresse. Janvier 1959, émeute à Léopoldville. Le roi Baudouin promet l'indépendance, mais sans précipitation. Lumumba n'a pas cette patience. Octobre 1959, émeute à Stanleyville. Il est arrêté, brutalisé. Mais l'histoire ne peut pas se faire sans lui. Janvier 1960, on le sort de sa cellule pour le jeter directement dans un avion pour Bruxelles. De prisonnier à négociateur principal à la table ronde. L'ascension est vertigineuse. Mai 1950, les urnes parlent. Le MNC de Lumumba est la première force politique du pays, avec 33 sièges. Mais regardez bien la carte. Ce n'est pas une majorité absolue. Il est incontournable, certes, mais il est vulnérable. Il doit former un gouvernement de compromis. Kasavubu prend la présidence, Lumumba prend le poste de Premier ministre. Un attelage fragile pour un pays qui tangue déjà. 30 juin 1960, le jour de gloire. Le roi Baudouin prononce un discours surréaliste, louant le génie de Léopold II, l'homme des mains coupées. Kasavubu reste poli, mais Lumumba se lève. Il brise le protocole. Il ne remercie pas, il rappelle. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups parce que nous étions des nègres. Ce jour-là, les Congolais retrouvent leur dignité, mais l'Occident, humilié, vient de signer son arrêt de mort. La fête dure que quelques jours. L'armée se mutine, les fonctionnaires belges fuient, laissant un pays sans administration et sans argent. Et le coup de grâce, la trahison des richesses. Moïse Tshombe déclare la sécession du Katanga, soutenue par l'Union minière. En un instant, 60% des revenus de l'État s'évaporent. Le Congo n'est plus un pays, c'est un corps démembré.
Le conflit local devient mondial. Guerre froide. Désespéré, Lumumba appelle l'URSS à l'aide. À la Maison-Blanche, le président Eisenhower voit rouge. Lumumba devient le Castro africain. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, l'ordre tombe, glacial, élimination. La CIA envoie son chimiste en chef, Sidney Gottlieb, avec un tube de dentifrice empoisonné. La chasse à l'homme est ouverte. Septembre 1960, la cacophonie politique atteint son paroxysme. 20h30, Kasavubu limoge Lumumba à la radio. 21h30, Lumumba limoge Kasavubu. Mais l'ONU choisit son camp. Elle ferme l'accès à la radio et aux aéroports pour Lumumba. On lui coupe la voix. C'est alors qu'un colonel surgit de l'ombre, Joseph Désiré Mobutu. Il neutralise tout le monde. Le piège se referme. Lumumba est en résidence surveillée. Mais le 27 novembre, sous une pluie torrentielle, il s'évade. Il file vers Stanleyville, son bastion. Il arrive au bord de la rivière Sankuru. Le bac est là. Il peut passer, se sauver, organiser la résistance. Mais sa femme et son enfant sont encore de l'autre côté. Il ne refuse pas de partir sans eux. Il attend. Ce temps perdu, c'est le temps que ses Bordeaux attendaient. Il est arrêté le 1er décembre. Son humanité a causé sa perte. Enfermé au camp militaire de Tisville, Lumumba reste dangereux. Même enchaîné, sa parole est si puissante qu'il manque à convertir ses propres gardiens. Une mutinerie éclate. Le 13 janvier, à Léopoldville, c'est la panique. Kasavubu, Mobutu et leurs conseillers belges comprennent une chose terrible. Tant qu'il respire, il gagnera. La décision est prise, monstrueuse. Le livrer à ses pires ennemis au Katanga. C'est une condamnation à mort déguisée en transfert. 17 janvier 1961. Un D4 décolle pour le Katanga. À l'intérieur, c'est un carnage. Pendant tout le vol, Lumumba et ses deux compagnons, Mpolo et Okito, sont roués de coups. La violence est telle que le pilote lui-même proteste. À 15h50, l'avion se pose. Ils sont jetés sur le tarmac aux pieds des soldats Katanga et des officiers belges qui les attendent. La nuit tombe. On les emmène dans la brousse, près de Mwadingasha. C'est un crime d'État, orchestré avec précision. Le capitaine belge Julien Gatt commande le peloton. Un par un. Joseph Okito. Maurice Mpolo. Puis, Patrice Lumumba. Livré par ses frères, tué par ses ennemis. Il est 22h. L'étoile s'éteint. Tuer ne suffisait pas. Il fallait effacer. Craignant que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage, le commissaire belge Gerhard Sweat revient 2 jours plus tard. L'horreur est absolue. Les corps sont découpés, dissous dans l'acide sulfurique fourni par l'union minière, et les restes pulvérisés. L'objectif était clair. Il ne reste rien de Patrice Lumumba. Rien. Sauf quelques dents, gardées comme de macabres trophées par le policier belge. Pendant 40 ans, le silence officiel a recouvert le crime. Mais la vérité est têtue. En 1999, l'historien Ludo de Witt publie les preuves. La Belgique est forcée de regarder son passé en face. Une commission d'enquête confirme, oui, la CIA avait ordonné l'élimination. Oui, la Belgique porte une responsabilité morale. En 2002, des excuses sont enfin prononcées. Juin 2022, une petite boîte arrive à Kinshasa. Elle contient une dent. C'est tout ce qu'il reste physique de lui. Mais son esprit, lui, est intact. Après 61 ans d'errance, Lumumba repose enfin chez lui. Il avait écrit à sa femme Pauline « L'histoire dira un jour son mot. L'Afrique écrira sa propre histoire, une histoire de gloire et de dignité. » Ils ont dissous son corps, mais ils ont cristallisé sa légende. Patrice Lumumba est vivant. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez continuer à découvrir les grandes figures qui ont façonné notre monde, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines éditions. À très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.